Il y a près d'un siècle, un physicien autrichien au regard malicieux, Erwin Schrödinger, a posé une énigme qui depuis ronge les fondations de notre compréhension du réel. Une expérience de pensée, comme on dit. Sauf qu'on n'est pas dans le confort d'un laboratoire. On est dans l'inconfort d'un abîme. Prenez une boîte parfaitement opaque, parfaitement close. À l'intérieur, placez un chat bien vivant. Et puis, un mécanisme infernal, une fiole de poison, un marteau, un minuscule fragment de matière radioactive. Ce fragment a exactement une chance sur 2 de se désintégrer en 1 heure. S'il se désintègre, le marteau tombe, la fiole se brise et le chat meurt. S'il ne se désintègre pas, rien ne se passe et le chat vit. Jusque-là, c'est presque simple. C'est un jeu de hasard macabre. Mais voilà où tout bascule. La physique quantique, cette science qui décrit l'infiniment petit, nous dit une chose folle. Tant que vous n'avez pas ouvert la boîte, tant que personne n'a regardé, le fragment radioactif n'est pas soit désintégré, soit intact, il est les deux, à la fois, en même temps. C'est ce qu'on appelle une superposition d'états. Et le chat, alors? Le chat, lié au destin de l'atome par ce piège diabolique, n'est donc ni mort ni vivant. Il est mort et vivant, un chat fantôme, un paradoxe à fourrure suspendue entre 2 réalités qui s'ignorent. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire ? Cela veut dire que, selon les règles de l'univers les plus fondamentales qu'on ait trouvées, avant l'acte de regarder, la réalité n'a pas encore choisi. Elle ne se contente pas d'être inconnue. Elle est indéterminée. Le sort du chat n'est pas un secret bien gardé à l'intérieur de la boîte. Il n'est pas déjà écrit. Il est tous les destins possibles, dépliés, coexistants, comme un livre dont toutes les pages seraient imprimées les unes sur les autres. Quelque chose ne va pas, vous le sentez. Une pièce du puzzle refuse de s'emboîter. Notre esprit, façonné par le monde qu'il perçoit, hurle que c'est impossible. Une chose est ou n'est pas. C'est un principe vieux comme la logique, c'est le socle de notre pensée. Le chat est vivant ou le chat est mort. Point. Et pourtant, l'équation mathématique, elle, n'a pas d'avis. Elle ne juge pas, elle décrit. Et elle décrit un chat qui est une onde de probabilité, une brume d'existence, jusqu'à ce que quelqu'un soulève le couvercle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis ? À quel instant le brouillard des possibles se déchire-t-il pour ne laisser qu'une seule réalité, dure, froide, définitive ? Est-ce l'ouverture de la boîte ? Est-ce le regard humain qui, tel un couperet cosmique, tranche le fil des probabilités ? On s'approche doucement de la question qui dévore tout. Et si ce n'était pas seulement le chat ? Et si ce n'était pas seulement dans cette boîte théorique ? Et si, en ce moment même, à chaque instant, vous étiez en train d'accomplir cet acte magique et terrifiant, celui de figer l'univers ? Il y a un gouffre qui s'ouvre sous nos pieds, et on va y plonger. On reprend, mais doucement, parce que le vertige est réel. On a dit, avant le regard, la particule n'est nulle part précisément. Elle est une nuée de peut-être. Elle est un fantôme mathématique. C'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Ce n'est pas une simple ignorance de notre part, comme un tour de magie dont on ne connaît pas le truc. Non. L'univers lui-même, au niveau le plus fondamental, ne semble pas avoir pris sa décision. Restez avec moi, car là où ça devient proprement renversant, c'est quand on comprend que cette superposition n'est pas juste une bizarrerie de laboratoire. C'est la condition par défaut de tout ce qui vous entoure. La chaise sur laquelle vous êtes assis, au niveau de ces particules, n'est pas ici de façon absolue. Elle est une probabilité d'être ici, une autre, plus mince, d'être un tout petit peu plus loin, une autre infinitésimale d'être sur la Lune. Ces probabilités forment un nuage et c'est ce nuage qui est le véritable objet physique.
La chaise solide et unique sur laquelle vous vous reposez n'en est qu'une expression, une conséquence. Et cette conséquence émerge à un moment très précis, quand un échange d'informations a lieu. C'est le phénomène de la mesure. Mais quel mot trompeur! Mesurer évoque un scientifique avec un instrument. En physique quantique, mesurer, c'est faire exister. C'est l'acte par lequel le nuage de probabilité s'effondre en une seule certitude. Imaginez un tourbillon de couleurs inouï, un kaléidoscope tourbillonnant de toutes les réalités potentielles. Et soudain, clac, la toupie s'arrête sur une seule couleur, une seule réalité. Qu'est-ce qui a arrêté la toupie? Le regard, la connexion. C'est ce qu'on appelle le problème de la mesure. Et c'est le plus grand scandale de la physique moderne, même si on le chuchote souvent dans les couloirs des universités avec un sourire gêné. On peut prédire le nuage de probabilité avec une précision vertigineuse. Mais on est incapable de dire pourquoi, ni comment, ni même quand, exactement une seule de ces probabilités devient la réalité que nous vivons. C'est comme si nous vivions dans un film dont le projecteur ne fonctionnerait que lorsque quelqu'un ouvre les yeux dans la salle. Et ce quelqu'un, qui est-il? A-t-il besoin d'être humain? A-t-il besoin d'être conscient? C'est ici que la faille s'élargit sous nos pieds et que la question du chat de Schrödinger cesse d'être une simple curiosité scientifique pour devenir un miroir existentiel. On a longtemps cru que l'univers était une machine, horloge cosmique régie par des lois aveugles et éternelles. Une machine que nous, humains, observions de l'extérieur, comme on regarde les engrenages d'une montre. Mais l'expérience du chat murmure une vérité bien plus troublante. Elle murmure que l'observateur n'est pas à l'extérieur de la machine. Il en est le rouage central, le seul qui donne son sens à toute la mécanique. L'acte d'observer n'est plus un acte passif, c'est un acte de création. Quand vous marchez dans une rue, ce n'est pas un paysage fixe que vous traversez. C'est un océan de superpositions qui s'effondre en cascade à votre passage, à chaque battement de cils, à chaque once d'attention. Le monde devient littéralement à l'instant où vous le rencontrez. Alors, posons la question qui brûle. Qui observe vraiment? Est-ce vos yeux, vos rétines, ce mécanisme biologique qui capte la lumière, ou est-ce ce qu'il y a derrière vos yeux? Est-ce que la lune est encore là quand personne ne la regarde? La question ne vient pas de moi, elle était d'Einstein, et elle le terrifiait. Il voulait croire en une réalité objective, solide comme du roc. Mais si la réalité objective n'est que le reflet figé d'un acte d'observation, qu'est-ce qui la fige? La conscience. Le chat dans sa boîte est une énigme, parce que nous refusons la seule conclusion qui s'impose. Avant l'ouverture, il n'y a pas d'état unique, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de vérité cachée, il n'y a qu'un océan de potentiel. Et si l'ouverture de la boîte déclenche l'effondrement en une seule réalité, qui dit que ce n'est pas ce que vous faites à chaque instant depuis le tout premier matin où vous avez ouvert les yeux sur le monde? Peut-être que la réalité que vous voyez n'est qu'une peau, un voile sur un abîme de possibles. Et ce voile, peut-être le tissez-vous à mesure que vous regardez. On touche à quelque chose de très profond, quelque chose que la science ne peut plus nommer avec ses équations, mais que chaque être humain ressent un jour dans le silence d'une insomnie, la sensation que la réalité est plus mince qu'il n'y paraît, qu'elle est une conversation permanente entre ce qui est et celui qui perçoit. On n'a toujours pas répondu à la question. Chat mort, chat vivant. L'équation, je vous l'ai dit, accepte les deux, mais votre esprit, lui, ne l'accepte pas. Il refuse l'image monstrueuse du chat à la fois mort et vivant. Pourquoi? Pourquoi notre conscience ne peut-elle pas abriter cette double vérité?
peut-être parce que la conscience elle-même couperait, la lame qui, en permanence pour nous, sépare le monde en un seul fil narratif, une seule histoire, votre histoire. Et si le mystère ne se trouvait pas dans la boîte, mais dans celui qui la regarde? Il y a un moment dans la vie où l'on se surprend à se regarder soi-même en train de penser. Un étrange retournement. On n'est plus seulement l'acteur de sa vie, on en est le spectateur, un pas en arrière. Et dans ce minuscule interstice, une question surgit, pure, nue, terrifiante. Qui suis-je, moi qui pense? Cette question, c'est la même qui hante l'énigme du chat de Schrödinger. Mais retournée comme un gant, on a passé un siècle à se demander ce qui se passait dans la boîte. Et si la boîte était une métaphore? La métaphore de notre propre rapport au monde. On a peur parfois de l'idée que la réalité puisse être malléable, instable, dépendante de nous. On préfère le confort d'un monde qui tient debout tout seul, sans notre aide, merci bien. Un monde qui était là avant nous, qui sera là après. Un monde qui ne doit rien à notre fragile et éphémère présence. Mais les indices s'accumulent. La physique nous a dépossédés du monde simple. Un génie incompris, Hugh Everett, a même proposé une solution radicale. Et si, au moment où l'on ouvre la boîte, le monde ne choisissait pas? Et s'il se dédoublait? Dans un monde, le chat est mort. Dans un autre, il est vivant. Et vous, en un sens, vous vous scindez en deux observateurs, chacun dans sa branche de réalité, chacun persuadé d'être le seul à avoir vu. C'est l'interprétation des mondes multiples, un multivers, une réalité qui ne cesse de bourgeonner, de se ramifier à chaque instant, à chaque choix, à chaque battement d'aile, un océan de vous infini, vivant toutes les vies que vous n'avez pas choisies. C'est vertigineux. Mais cela ne fait que repousser la question, car même si les mondes se multipliaient à l'infini, vous ne vivez qu'un seul fil. Pourquoi celui-ci? Qu'est-ce qui sélectionne pour vous cette unique narration linéaire qu'on appelle « ma vie » ? La réponse la plus profonde et la plus mystérieuse, c'est peut-être que le filtre, le sélectionneur, c'est la conscience elle-même. Pas une conscience mystique, vague et éthérée, mais votre conscience, celle-là, précise, qui est en train d'écouter ces mots, celle qui sent le poids de son corps, la texture du moment présent, cette présence intime, ce point de vue unique sur l'univers. C'est peut-être elle l'artiste ultime, le sculpteur qui, dans le bloc infini des possibles, taille la forme unique de ce que vous appelez le réel. Pas une idée neuve. Les traditions spirituelles les plus anciennes l'ont chanté sous toutes les formes. Le monde est Maya, une illusion, un voile. La réalité est un rêve dont nous sommes à la fois le rêveur et le personnage. Mais ce que la science du chat de Schrödinger apporte sur un plateau, c'est une étrange validation. Elle ne dit pas que c'est une métaphore poétique. Elle dit que c'est littéralement une description cohérente de la structure de l'espace-temps. Elle nous chuchote à l'oreille que le rêve a une cohérence mathématique, que le rêve est la nature même de la matière. Alors, qu'est-ce que cela change? Cela change votre regard sur la tasse que vous tenez le matin, sur le visage de la personne que vous aimez, sur l'arbre devant votre fenêtre. Ce ne sont plus des objets morts, passifs, soumis à des lois aveugles. Ils sont le fruit d'une danse, d'une interaction perpétuelle entre une présence consciente et un océan de possibles. Ils sont une cristallisation fragile et miraculeuse de l'attention. Le physicien John Wheeler, un des grands explorateurs de ce vertige, a proposé une image puissante. Un univers participatif. Un univers où l'observateur n'est pas un simple témoin passif d'un spectacle achevé, mais un co-créateur qui, par ses questions, par son regard, donne une forme concrète à un passé qui, avant cela, n'était que nuageux et indéfini. Ce n'est pas que vous inventez le monde à chaque seconde sur un coup de tête.
c'est plus subtil et plus beau. C'est que la trame du réel est une coécriture entre ce qui est possible et ce qui est perçu. Et sans le percevant, le possible reste à jamais une partition sans musique. Regardez autour de vous, ce mur, ce silence, cette lumière, c'est solide, c'est indiscutable. Et pourtant, tout cela est l'écume d'un abîme de potentialités, sélectionné, tissé, rendu solide par l'acte même de votre présence. La question n'est donc plus « le chat est-il mort ou vivant ?» La question est « qu'est-ce que cela dit de moi, qui suis incapable de concevoir qu'il puisse être les deux ?» Peut-être que nous sommes, par nature, des réducteurs de mystères, des créateurs de certitudes. Notre survie en dépend. Il faut bien traverser la rue, il faut bien savoir si le prédateur est là ou pas. La logique binaire, ceci ou cela, est un outil de survie fabuleux, mais c'est une cage quand on cherche la vérité ultime. Nous avons construit tout notre monde, nos lois, nos philosophies, notre science, sur le pilier de la non-contradiction. Une chose est vraie, son contraire est faux, mais au niveau le plus fondamental de l'univers, le pilier semble se dissoudre dans un brouillard de paradoxes. La réalité, avant notre jugement, est un infini. C'est une leçon d'humilité cosmique. Mais c'est aussi une porte vers un sentiment océanique. Vous n'êtes pas une chose perdue dans l'immensité des choses. Vous êtes l'ingrédient secret qui permet à l'univers de devenir réel. Pas de spectateur, pas de spectacle. La relation est tout. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez seul, dans le silence, fermez les yeux. Sentez le monde extérieur s'effacer et prenez conscience de cette chose étrange. Rien n'est figé, tout est en attente, le monde retient son souffle. Maintenant, ouvrez les yeux. Qui a créé la pièce autour de vous, la lumière, les couleurs, le sens même de tout cela ? Aujourd'hui, j'ai posé beaucoup de questions. Je n'ai donné aucune réponse définitive, car il n'y en a pas, juste un mystère qui grandit à mesure qu'on l'explore. Une boîte que l'on n'a pas fini d'ouvrir. Le chat est-il mort ? Est-il vivant ? Ou est-ce cette question, cette interrogation même qui le maintient à jamais suspendu entre deux mondes comme un pont entre ce que nous croyons être et ce que nous sommes vraiment ? La réalité n'est pas ce que vous croyez, elle est ce que vous êtes. Et ceci n'est que le début de l'enquête.